qu'on adore se trouver en Islande. Et là, c'est un cratère qui se trouve dans le centre et qui s'appelle Viti. Et Viti, ça veut dire l'enfer en Islande. Viti, l'enfer. Pour moi, c'est le paradis. Le plus bel endroit au monde, l'Éden, l'Eldorado accessible, l'eau tiède du ventre maternel, la terre comme un cocon autour, vert et ocre, mes couleurs, le silence absolu, le bien-être à l'état pur, se laisser glisser. Ensuite, l'autre, je l'ai écrit à Buenos Aires parce que là, c'est un petit peu particulier. J'y suis allée plusieurs fois parce que ma fille y vivait. Et elle avait là-bas, il y a beaucoup d'immigrés là-bas et de tous les pays. Et elle avait des amis qui venaient un petit peu chez elle et qui représentaient toutes les nationalités. Chile, 1836, c'était son adresse. Les langages se confondent comme les peaux brunes et blondes. Les esprits lumineux, légers, étincelants, créent un monde de paix, de tolérance, si naturellement avec tant de confiance qu'on est conscient d'une nouvelle humanité en marche. Les chants de Noël finlandais se mêlent aux effluves d'une moussaka gréco-anglo-hispano-colombienne. Discussions franco-vénézuéliennes sur l'Islande, la frontière même entre le rêve et la réalité s'estompe. À Buenos Aires un jour, surgit l'humanité. Le troisième, je l'ai écrit à Londres. C'est un texte que j'ai écrit en hommage à un citoyen anglais qui campait sur un trottoir en face du Parlement. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de le rencontrer. Il est resté très longtemps, sans jamais quitter ce lieu pendant des années pour s'opposer à l'intervention des États-Unis et de certains de leurs alliés, notamment la Grande-Bretagne, en Irak. Et il avait décidé, c'était je crois un professeur d'université, il a tout lâché, il a lâché sa famille, il a lâché son travail, et il a décidé de rester là et de ne plus en bouger. Donc il avait un campement horrible, une espèce de toile, un matelas, une thermos, et voilà. Et il vivait là. Et il avait dit, tant qu'on ne se retirera pas d'Irak, je resterai là. Puis ensuite, il a été un peu poussé en dehors parce que bon, il gênait quand même, mais il est quand même resté assez longtemps sur ce trottoir en face du Parlement. Et de temps en temps, il s'enchaînait aux grilles du Parlement. Un homme est là. Un homme est là sur le trottoir. Un homme est là face au Parlement. Un homme est là pour nous dire ce qui le révolte. Un homme est là pour aiguiser nos consciences. Un homme est là pour nous rappeler les vérités premières. Un homme est là pour nommer l'innommable. Un homme est là pour donner du sens au mot courage. Un homme est là. Et nous, où sommes-nous? Comment regardons-nous cet homme? Comment regardons-nous ce qu'il nous montre? Comment regardons-nous le monde? Alors parfois, pour voyager, il suffit d'aller tout près. Il y a un endroit qu'on aime beaucoup. Là, c'est la baie de Somme. Et notamment, on va camper sur une petite plage qui s'appelle Quimplage, tout simplement. On y retourne souvent. Et j'ai même appelé mon second livre Quimplage parce que j'aime beaucoup cet endroit. Quimplage. Quimplage, c'est ma vie, sans prétention, sans gloire, mais chouette comme un sous-neuf, brillant au soleil de mes ans. C'est bon de grand matin, ou plutôt de grand soir, de courir dans les vagues quand le drapeau est vert. Et même s'il est orange, c'est encore plus marrant. C'est bon de voir les mouettes qui volent au gré du vent, de les entendre rire, de les voir s'engueuler. C'est bon, au pied des dunes, de prendre l'apéro, un petit verre de blanc avec quelques crevettes et un bulle au maillot. C'est bon de s'acheter une barquette de frites chez Marchand sans horaire qui évite la routine. C'est bon de sentir le sable entre ses doigts de pied et le soleil qui chauffe vos vieux os tout mouillés. C'est bon de faire pipi là-bas, contre la dune, le soir, il le faut bien. Les WC sont fermés parce que, c'est bien connu, après 22 heures, on s'arrête de pisser chez les civilisés. C'est bon de prendre son vélo pour partir pas bien loin, rêver en baie d'Outil, où la mer se dérobe. C'est bon de ne plus penser à la mort qui s'avance, qui croque les amis, qui volent comme les mouettes, sauf qu'elle, elle ne rit pas, et que le poisson, c'est toi. C'est bon de lire un brin lorsque le vent se lève, qu'il fait un peu trop frais pour bronzer sur la plage. Quimplage, mes amours, Quimplage, ma vie, c'est beau.
Alors ensuite, on part en Mongolie, pas tout près. La dune. Gérard, Indra et Claude s'élèvent sur la dune. Le sable coule sous leurs pieds, comme dans un sablier géant. Tout en bas, un petit point. Bayara les regarde de loin. Le sommet approche, et la pluie et le vent se déchaînent. Gérard et Claude finissent à genoux. Quelle joie d'atteindre la crête, de rejoindre d'autres promeneurs. La descente est rapide, on se sent tout léger. Et déjà, la dune s'ancre dans nos souvenirs. Et on a fait de très belles rencontres en Mongolie, dans le désert de Gobi. On couchait chez des gens dans leur yourte et ils nous ont accueillis d'une manière formidable. Et notamment, on a passé 24 heures dans une famille où il y avait la grand-mère qui avait 94 ans et qui nous a impressionnés par son dynamisme et qui nous a accueillis merveilleusement. Jojo, elle s'appelait Jojo, qui veut dire plus ou moins grand-mère en mongol. 94 ans ont passé sur ce visage buriné et sur ce corps voûté. 94 ans d'une rude vie d'éleveur mongol. Jojo a dû en connaître des joies et des peines durant sa longue vie de labeur. Des enfants, des petits-enfants, innombrables, dit-elle. Les chèvres à peigner, les bois à aller chercher quotidiennement, le feu à entretenir dès le petit matin, les plats, toujours les mêmes, à préparer pour la famille, les déménagements innombrables, eux aussi, en fonction des saisons, de la qualité de l'herbe pour les bêtes. À chaque fois, la yourte a réorganisé le plan jour, le plan nuit, et l'homme qui part à la chasse ou à la recherche de l'or, et Jojo qui doit alors tout assumer seul. Mais un sacré caractère lui a permis d'affronter tout cela, de résister. Et à 94 ans, elle fait encore le pitre, rit comme une gamine, fait des grimaces aux photographes qu'elle sollicite. Et tout d'un coup, prise d'une impulsion soudaine, en plein milieu d'une séance de photos, la voilà qui embrasse avec chaleur son hôte. Elle est attendrissante, Jojo. Elle part quand l'envie lui en prend, avec sa canne au sommet de la colline, guettant de là-haut le mouvement des troupeaux. Elle prend dans ses bras le cabri aveugle et l'enferme pour qu'il ne se sauve pas. Elle goûte la tendresse de son fils et de sa belle-fille qui la cajole comme un bien précieux. Elle a une belle vie de vieille aimée et respectée. Que peut-on lui souhaiter à Jojo? D'avoir la visite du président de Mongolie? Il vient voir chaque centenaire pour lui rendre hommage. Et quand viendra son temps, elle aura bien mérité son paradis, Jojo. Une amitié. Une amitié peut naître en peu de jours, en peu de mots. Croisement des cultures, rencontre des esprits, échange des savoirs, partage de bons moments, simultanéité des émotions, évidente simplicité d'être bien ensemble. Merci Indra de nous avoir communiqué l'amour de ton pays. Dans cette yourte dont je parlais tout à l'heure, il y avait une jeune femme qui était la mère de famille et qui a illuminé nos 24 heures passées chez elle. Galtma, c'était son prénom. Petite fée de la yourte, ta journée est si longue. Dès l'aube, chargeant le feu pour faire le thé au lait, 5 minutes de pause au réveil de l'homme, puis vers les animaux, tu t'en vas sans tarder. Plus tard, il te faudra aller chercher le bois, préparer les repas, refaire du thé au lait, prendre soin de la gueule et jusqu'au soir tombant, scruter les animaux, aller chercher de l'eau, ranger tout dans la yourte, qu'on déménagera pour aller ailleurs, chercher l'herbe. S'il vient à en manquer ici. La mort, tu côtoieras. La vie, tu soutiendras. Une visite survient, tu l'accueilles avec joie. Un peu de distraction est toujours bienvenue. Ton visage s'éclaire et tes yeux s'illuminent. Et tu partages ton quotidien avec ceux qui viennent de loin. Salut à toi, Galtma, je t'aime et je t'admire. Elle est folle d'espoir. Vous êtes le courage et la détermination. Vous êtes les rocs solides d'un monde ébranlé. Vous êtes celles qui n'ont jamais cédé. Vulnérables, meurtries, vous n'avez jamais montré que votre force. Inlassablement, vous tournez. De vos blessures jaillit l'espérance. De votre flanc percé naît la vie, de vos rides creusées. La monstruosité qu'on vous a infligée est anéantie par votre ronde.
La barbarie qui s'est abattue sur vous ne vous a pas englouti. Elle a fait sourdre votre résistance d'une pureté magnifique. Elle s'est heurtée à des géantes invincibles. Mère de mer, folle d'espoir, vous nous rendez le sens d'une humanité. Nous vous regardons tourner, tourner. Les photos que vous brandissez ne sont plus celles de vos chers disparus. Elles sont les nôtres, elles sont les leurs, elles sont celles de tous ceux qui ont été mutilés, torturés, violés, massacrés. Nous vous regardons tourner, tourner. Et vous nous entraînez dans votre ronde silencieuse et hurlante, votre ronde de vie, votre ronde de résistance. Votre ronde est la nôtre, contre tous les pouvoirs abusifs, contre tous ceux qui ont dit non à l'homme. Mère de mai, folle d'espoir, vous nous montrez le chemin. Et je vais lire un petit texte sur Istanbul. Istanbul a la particularité d'avoir eu, au cours de l'histoire, je l'ai appris au moment où j'y suis allée, 150 noms différents. Et c'est pour ça que j'ai donné le titre à ce poème que j'ai dit Istanbul, parce que ça a été un des noms d'Istanbul. Istanbul. Istanbul la belle, carrefour des civilisations. La mosquée bleue nous tend les bras de l'humanité en marche. Sa beauté a coupé le souffle et nous enveloppe. Istanbul, tu nous séduis. Le tramway nous emporte vers Galata la perchée. Bal des mosquées et des bazars et des ombres. Chatoyante couleur des épices. Nous sommes entraînés dans un tourbillon de vie. Et l'appel du Médine enchante nos oreilles. Ville aux 150 noms, tu nous fascines. Et pour terminer ce petit tour d'horizon, je ne veux pas dire tour du monde, parce qu'enfin nos voyages n'ont pas toujours été très lointains. Donc je terminerai par le Niger. Alors j'ai une relation un peu particulière au Niger, puisque dans le cadre de la coopération décentralisée, c'est-à-dire de collectivité territoriale à collectivité territoriale, la ville de Conflans est jumelée avec une ville du Niger, Tessawa, et on mène depuis 15 ans des actions et des échanges avec Tessawa. Alors malheureusement en ce moment, on ne peut pas y aller pour des raisons de sécurité, mais j'ai eu la chance d'y aller 2 fois et d'avoir des échanges merveilleux avec les gens de là-bas et en particulier avec les femmes. Alors, je vais vous lire un texte que j'ai appelé « Mes sœurs nigériennes ». Les sœurs nigériennes aux 1000 couleurs, je vous aime. Mes sœurs nigériennes aux 1000 difficultés, je vous respecte. Mes sœurs nigériennes aux 1000 facettes, je vous fais confiance. Mes sœurs nigériennes aux 1000 enfants, je vous chéris. Mes sœurs nigériennes aux 1000 chagrins, je sèche vos larmes. Mes sœurs nigériennes aux 1000 blessures, j'essuie votre sang. Mes sœurs nigériennes aux 1000 couleurs, je vous aime. Kanuna Mata Niger, Dababanti Fata, Imakarnaku. C'est une traduction en Aloussa, qui est la langue qui est parlée dans cette partie du Niger, qui se trouve à 850 km de Niamey. Donc une traduction d'un des vers du poème qu'a fait un ami nigérien. Petite fille trop tôt propulsée dans la vie des adultes, au regard si noir, comme si elle savait ce qui les attend. Petite fille toujours accablée d'un fardeau, le seau d'eau à la main, la calebasse de nourriture sur la tête, le petit frère et très vite l'enfant sur le dos. Petite fille à qui l'on vole leur vie d'enfant, leur insouciance, leur chance de scolarisation. Petite fille qu'on va marier de force, répudiée à loisir. Petite fille qu'on va blesser dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Le fruit de vos entrailles ne sera pas béni. Pourrez-vous un jour sortir de ce gouffre sans fond, abîme qui vous abîme? Femme de Tessawa, vous portez en vous une vie si fragile,
si difficile à retenir qu'un souffle léger peut l'emporter. Mais jamais vous ne faiblissez. Toujours vous reconstituez vos forces et vous allez de l'avant, fiers et dignes. Votre force est dans votre union. Vous mettez le peu que vous avez en commun et avec ingéniosité vous en faites quelque chose de plus grand, de plus solide. Si le sort s'acharne, toujours vous vous relevez. Vous mettez des enfants au monde inlassablement, comme si le monde allait être accueillant pour eux. Votre détermination me rappelle celle des mères de la place de Mai à Buenos-Aires, celle de toutes les femmes qui souffrent et qui défendent la vie. Comme toutes celles-là, vous nous montrez la voie. Et je vais terminer par un texte que j'ai écrit et qui est un petit peu ce que je ressens à propos du voyage en général. D'infinis paysages s'offrent devant mes yeux, et du désert mongol jusqu'au fleuve Niger, sur le sable ou la lave, mon regard glisse et s'ancre. L'iceberg qui flotte et les monts qui se dressent, la neige qui scintille ou le soleil couchant sur les eaux maritimes font chavirer mon cœur et sourire mon âme. Suffit que l'œil se pose sur les grands champs de blé ondulant dans le vent, sur les vertes prairies ou les déserts arides pour faire tomber mes doutes et apaiser ma peine. Mon goût de l'infini, ma soif de l'absolu, trouve au verbe des volcans les réponses bénies. À moi, qui suis fini, minuscule et fragile, répond un monde immense, puissant et formidable.